Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors vous êtes responsable, on l'a dit, de la gestion de portefeuille, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Frédéric, la semaine dernière a été très contrastée sur les marchés. Comment est-ce que vous expliquez ce décrochage de Paris? Je crois que vous l'avez noté. L'intelligence artificielle a tout entraîné aux États-Unis par son poids dans le S&P, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le secteur des technologies de l'information, ça représente 30% du S&P, et les hausses sont assez spectaculaires. Alors, bien sûr, on parle souvent des GAFA, mais si je prends par exemple Alphabet, rien qu'Alphabet, sur la hausse du S&P, doit à peu près contribuer à 1,5% de la hausse. Vous avez derrière des Nvidia, dans une moindre mesure, mais vous avez beaucoup de valeurs Amazon qui ont tiré ce marché américain vers la hausse, mais des acteurs un peu moins connus, mais qui sont là aussi, des secteurs par exemple de Micron. Micron, c'est de la mémoire. Là, on est des croissances à 3 chiffres de progression. On a Broadcom également. Donc, c'est toute la sphère des hyperscalaires, c'est-à-dire ces acteurs géants de l'intelligence artificielle, mais également les composants aujourd'hui qui connaissent une progression significative. De toute façon, c'est bien simple, hein. Sur 8 valeurs, on a à peu près 70% de la hausse du S&P. Donc, ça montre à quel point aujourd'hui ce secteur est prépondérant. Oui, parce qu'il faut rappeler que le CAC 40 est structurellement peu exposé à la tech. Il est en revanche très présent sur le luxe, l'énergie et l'industrie. C'est une faiblesse durable ou finalement c'est une opportunité de rattrapage? Alors, c'est une question, mais c'est vrai, par exemple, on est quand même lié à la consommation, parce qu'on a le secteur effectivement, vous l'avez signalé, du secteur du luxe qui peine, hein, puisque les taux de croissance sont quand même relativement faibles quand il y a de la croissance. On a aussi un secteur qui est assez décevant depuis le début de l'année, c'est le secteur de la défense. Alors, on en parle un peu moins, alors qu'on sait que c'est une thématique qui a été extrêmement portée. Mais si vous regardez par exemple des acteurs comme Thales ou Airbus, c'est des acteurs qui ne sont pas des contributeurs positifs à l'évolution du marché. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a effectivement le fait que globalement, l'Europe est soumise à la pression de ce qui se passe en Iran, parce que l'inflation va avoir un impact clairement sur la croissance européenne. Il y a la structure du marché qui pèse, on l'a vu. Alors, Total a été un peu l'arbre qui cachait la forêt, puisque en battant des records, en revenant vers 80 euros, pardon, ça permettait finalement le CAC un peu en trompe-l'œil de soutenir un petit peu la tendance. Mais il y a des gros poids, Sanofi qui est au plus bas, il y a beaucoup d'acteurs de taille importante, le luxe, vous l'avez signalé, qui pèsent. Donc c'est la structure même du marché. Alors la question, c'est est-ce que oui ou non ça va continuer? Pour l'instant, je pense que cette sous-performance, elle est quasiment dans les gènes du marché français au moment où on se parle, tant que la crise ne voit pas d'issue et tant qu'on n'a pas des nouvelles un peu plus rassurantes sur la croissance européenne. Et ça risque d'être décevant, à mon avis, dans les trimestres qui viennent. Alors Total Energy, on en parlait juste avant, profite de la hausse du pétrole, mais cette même hausse pèse finalement sur l'économie française. Comment est-ce que l'investisseur doit se positionner face à cette contradiction? C'est très très compliqué. Honnêtement, c'est très très compliqué parce qu'on sait on va être très dépendant à la fois du timing donné par Donald Trump avec ses annonces sur le conflit, la durée du conflit. Alors, il faut faire attention, typiquement sur Total, qui a un poids relativement important sur le CAC 40. Il est clair qu'au moment où on va voir si jamais on a un cessez-le-feu durable et pérenne, eh ben, on risque d'avoir un effet un peu de retour en arrière quelque part sur la valorisation de Total et peser quelque part sur l'indice. Par contre, on a vu depuis quelques temps des acteurs un peu sensibles comme Accor, par exemple, des choses qui pouvaient profiter d'une accalmie, rebondir. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement pragmatique sur le sujet. Je pense qu'il faut être aussi quelque part contrariant, se positionner de manière contrariante, mais honnêtement, il n'y a pas de catalyseur à court terme, hormis peut-être une valorisation sur certains acteurs qui est relativement faible. Il faut faire extrêmement attention dans cette phase-là. Attention, il y a aussi un gagnant quand même dans le marché parisien, parce il y a effectivement peu de tech, mais on a un leader, on a STM aujourd'hui, donc c'est une croissance également assez significative à 3 chiffres depuis début de l'année. Donc malgré tout, que ce soit à Paris ou en Allemagne avec Infineon notamment, on a des acteurs bien positionnés dans les semi-conducteurs qui profitent quand même de ce marché américain qui tire vers le haut. Alors le rapport, justement, vous parlez du marché américain, le rapport sur l'emploi d'avril montre un taux de chômage stable à 4,3% aux États-Unis, mais le taux de participation, je crois, au marché du travail continue de baisser. Comment est-ce qu'on peut lire ces résultats et quel va être l'impact par rapport à la Fed? Alors, il y a une question qui commence à ressurgir un peu sur le marché, c'est l'impact de l'IA. Et oui ou non, l'IA va-t-elle détruire ou non des emplois? Et ça, c'est une question sur laquelle, honnêtement, pour l'instant, il y a beaucoup de littérature dessus. Alors,
l'IA, elle détruit quelques emplois, mais elle en crée aussi par ailleurs. Donc il faudra regarder un peu quel est l'impact de l'IA sur l'emploi. Peut-être qu'à court terme, effectivement, ça va être relativement pesant. Ça, c'est des facteurs que regarde de près quand même la Réserve fédérale. Et donc, l'évolution des taux d'intérêt va être également un des catalyseurs sur le marché américain. Si on reste dans un contexte comme il est en ce moment, c'est-à-dire une inflation qui pourrait être qualifiée de transitoire à partir du moment où on a une issue positive sur l'Iran, si on a une Réserve fédérale qui on verra avec Warsh, mais si elle est plutôt accommodante, avec les croissances des bénéfices aux États-Unis, 17% attendu. Alors certes tiré quand même par l'intelligence artificielle et les hyperscalers, mais c'est une croissance qui est relativement robuste des bénéfices. Donc pour l'instant, le marché américain, il tient sa tendance. C'est un peu moins vrai, même si quand même, il faut le reconnaître, en Europe et en France en particulier, les résultats ne sont pas dramatiques. Ils justifieraient d'un marché qui rebondisse, mais pas non plus de manière excessive, puisqu'on attend aujourd'hui une croissance des bénéfices qui serait autour des 6-7% grosso modo sur le marché parisien. Alors, on reste aux États-Unis. Le mandat de Jérôme Powell à la tête de la Fed expire le 15 mai. Le Sénat américain vote cette semaine, je crois, pour confirmer son successeur, Kevin Warsh. Est-ce que ce changement, ça peut vraiment changer la donne pour les marchés européens ? Alors Kevin Warsh, c'est assez intéressant parce que c'est pas un inconnu déjà, c'est quelqu'un qui a été présent au sein de la Réserve fédérale, mais aussi qui a servi quelque part de conseil auprès de la Banque d'Angleterre. Et dans toute sa littérature, c'est quelqu'un qui est plutôt dans une forme d'orthodoxie des politiques des banques centrales. Donc je pense qu'il va continuer, il n'y a aucune raison qu'il change un peu ce format, et donc je pense qu'il va être aussi extrêmement data dépendant dans sa façon de parler. C'est quelqu'un, je pense, qui est plutôt rassurant pour les marchés, parce qu'on va comprendre vraiment comment il fonctionne, et il y aura une forme de continuité avec ce qu'a fait Jérôme Powell ces dernières années. Donc je ne pense pas que ça soit quelque chose de nature à avoir une véritable rupture, et ça montre aussi quelque part que Donald Trump, sur lequel on avait des craintes de la mainmise sur la Banque fédérale, sur la Réserve fédérale, cette mainmise, elle sera peut-être moins importante qu'on pouvait l'imaginer au départ. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt rassurant, un profil plutôt rassurant pour les marchés. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment... Ça n'a pas quelque chose qui va modifier considérablement la vision qu'on a sur la Réserve fédérale. Il n'y aura pas un avant et un après, ça va être assez... Je pense que oui, alors, ou c'est quelqu'un qui s'est trompé sur ses 20 années de littérature et ce qu'il a pu produire comme documentation et ses rapports, avec des rapports des fois faucons quand même qu'il a pu émettre. Ça serait quelqu'un qui se renierait de cette manière-là, alors qu'il a rédigé par exemple un rapport de bonnes pratiques auprès de la Banque d'Angleterre, il faut s'en souvenir, et qui expliquait que voilà, la Banque d'Angleterre à l'époque devait communiquer et être dépendant des datas et non pas surréagir sur les informations. Donc revenir en arrière, je doute, donc je pense que quelqu'un qui va être plutôt dans une forme de continuité. Alors dans ce contexte, comment orienter son allocation actions européennes, obligations, valeurs défensives? Qu'est-ce que vous regardez en priorité, Frédéric? Alors, clairement, sur l'Europe, il faut être clair, on est plutôt à sous-pondérer. Le marché, alors globalement sur une allocation neutre moins, hein, je suis très suisse mais pour le coup, mais c'est, on est soit neutre plus, soit neutre moins. Là, on va être plutôt neutre moins, c'est-à-dire que on a eu un parcours quand même par rapport au point bas, quasiment un rallye de 16 à 17% non-stop, des valorisations 25 fois les bénéfices par exemple sur les valeurs sur le S&P entre 20 et 25 fois. On est revenu dans une très bonne moyenne. On a un mois de mai qui peut être compliqué avec beaucoup d'incertitudes. Je pense que la logique voudrait plutôt, vous savez, ce fameux dicton boursier « sell in May, go away ». Je pense qu'il prend toute sa saveur quelque part en ce moment et que sur ces niveaux de valorisation, il vaut mieux être patient. Sur les taux, on commence à avoir des trucs assez intéressants. Les taux longs ont considérablement remonté, donc ils commencent à avoir des opportunités un peu, voilà, pas trop longs sur la courbe de taux, mais sur du 3-5 ans avec des rendements des fois de 4, voire au-delà %. Et sur les actions, je pense qu'il faut jouer par opportunisme. Et effectivement, si on avait un cessez-le-feu, peut-être ces valeurs liées, par exemple au tourisme et autres, il va y avoir des rebonds assez tactiques à jouer, honnêtement, sur ces secteurs. Donc, plutôt sous-pondéré, jouer un peu des classes alternatives pour l'instant. Attention au dollar aussi. Voilà, peut-être qu'on va repartir dans une phase baissière sur le dollar dans le court terme. Mais malgré tout, être globalement sur les États-Unis et moins sur l'Europe.
Alors la saison des résultats bat son plein. Est-ce qu'il y a des secteurs qui publient mieux que prévu et qui méritent finalement l'attention des investisseurs? Les techs. Les Il n'y a pas photo, les techs. Sur la croissance bénéficiaire, par exemple, qu'on va avoir aux États-Unis, oui, on a 40% qui va être lié au service d'information. On n'a que des bonnes surprises globalement sur ces secteurs. Et n'oubliez pas une chose, je pense qu'il va y avoir un cataclysme sur le marché, c'est qu'on a quand même SpaceX qui va arriver, Anthropic. On parle de sociétés à voilà, 1000 milliards de dollars à plus, peut-être de valorisation. Donc ça va être un bouleversement. Ils vont arriver quand exactement? On va être juin, septembre, c'est à peu près le... Ça va bouleverser la donne véritablement? Ah bah oui, déjà, techniquement, c'est des entreprises qui peuvent être admises effectivement dans les indices assez rapidement. Et par les valorisations, on l'a vu avec les discussions d'Anthropic et les rapports d'Anthropic avec des revenus qui passent en 2022 à aujourd'hui d'1 milliard de dollars à 45 milliards. Donc on est sur une progression astronomique des bénéfices et on le sait sur SpaceX. Donc, tout ça va être des choses relativement importantes. Et sur les saisons des résultats, je pense qu'effectivement, globalement, aux États-Unis, c'est quand même cet effet quand même technologique qui prend tout. Mais il y a quand même une bonne résilience par ailleurs sur certaines sociétés. Après le marché, là, j'ai vu récemment des sociétés qui avaient bien progressé dans le sillage des technos souffrir de prise de bénéfices par rapport à la hausse qu'elles ont connue et des résultats qui étaient bons, mais maintenant le marché en veut peut-être un peu plus. Donc attention à ça. Nvidia le 20 mai. Donc ça va être aussi... À suivre. Ah, ça c'est à suivre, oui bien sûr, parce que pour l'instant, tout le secteur, sans exception, AMD, voilà, Broadcom et autres, toutes ces sociétés ont annoncé des résultats exceptionnels. Donc Nvidia n'a pas le droit de décevoir en tant que leader technologique. Donc on va regarder, je pense que le marché va avoir du mal à se contracter avant Nvidia, honnêtement, et Nvidia donnera peut-être effectivement... un signal soit de continuité de la progression, soit un petit stop-over sur le marché en considérant que la valorisation est acquise. Une dernière question, Frédéric. Le risque géopolitique est-il correctement intégré pour vous par les marchés en ce moment? Ou est-ce qu'une mauvaise surprise dans le Golfe, comme ça a l'air d'en prendre un petit peu le chemin vu les dernières déclarations, peut encore créer un choc? Honnêtement, alors ça fait longtemps que je fais de la bourse. Si on m'avait dit... qu'on aurait fait cette année avec une pénurie quasiment de pétrole, avec un tiers de la production mondiale qui serait quasiment à l'arrêt, quand on connaît dans son histoire 73-79 et l'impact que ça a eu sur les marchés, force est de constater qu'il y a des formes de résilience qui sont terribles sur le marché et que la géopolitique, et plus on avance dans le temps, plus la géopolitique devient moins importante. C'est un fait. Hein, ce qui se passe en Ukraine, je pense que plus personne n'en parle. Même, regardez les droits de douane. Par exemple, les annonces de Donald Trump sur l'automobile. Oui, ça a eu un petit impact en Allemagne, mais globalement, ça n'a pas été un chaos sur le marché. Alors qu'on se souvient, en 2017-2018, le même discours a fait plonger les marchés quasiment de 20%. Donc c'est très étonnant, mais il y a la force de l'habitude et le marché, aujourd'hui, il est rompu à ça et il considère que, malgré tout, l'essentiel, c'est la qualité des entreprises à générer des bénéfices et des bénéfices sur la durée. Et pour l'instant, en tout cas, sur une bonne partie de la côte américaine, c'est le cas. Et donc, il n'y a pas de raison, pour l'instant, malgré les tensions géopolitiques, que ça s'affaiblisse. Explication signée Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Merci Frédéric, Merci. bonne semaine. Merci à vous.